avant tout, parce qu'on parle de cinéma d'Hollywood, mais moi, c'est bravo au petit Frenchie que tu es d'avoir réussi à embrasser cette thématique. Alors, comment c'est possible quand on se présente, qu'on est français et qu'on veut faire un film sur Hollywood, le cinéma et la NASA? Oh bah ça, bon, après, moi, avec mon producteur, on a fait plusieurs films sur le cinéma, donc du coup, on a quelques entrées modestes à Hollywood. Je pense on est bien vu à Los Angeles parce que de toute façon, les Américains font pas vraiment de documentaires, donc ils sont ravis d'avoir des gens, et particulièrement des Français, pour s'intéresser à ce qu'ils font. C'est pas très patrimonial le cinéma aux États-Unis, hein. Enfin, voilà, il vaut mieux compter sur des Français pour leur rappeler qu'ils ont fait des films muets par exemple. C'est le cas de The Artist par exemple. Si The Artist avait pas été un Français avait décidé de faire un film muet, je sais pas si les Américains se souvenaient qu'ils avaient fait des films muets. Et d'ailleurs, pour rester dans cette petite veine un petit peu chauvine et patriotique, il y a beaucoup de réalisateurs français. On a vu donc Antoine Bardou-Jacquet, Jonathan et puis Alexandre Aja, c'est ça. Donc les Français ont depuis, on va dire, Méliès, cette tradition de savoir explorer le cinéma spatial. On peut être fier de ça? Oui, on peut être fier de ça, et en même temps, Alexandre Aja et Jonathan Helper ont fait des films américains. Donc les deux films dont on parle, alors Oxygène est un film français, mais Alexandre Aja a fait toute sa carrière aux États-Unis. Alors ça, c'est un autre problème. C'est le problème de pourquoi les talents français sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour aller faire des films. Et c'est le problème d'Antoine Bardou-Jacquet qui a fait un film que je recommande. C'est celui qui a interviewé à un moment donné, qui s'appelle Moonwalker et qui est assez incroyable. Ce film est extraordinaire. C'est un très très bon film sur évidemment le scénario où la NASA ne va pas réussir à mettre le pied sur la Lune et doit évidemment avoir ce plan B pour retransmettre en mondovision l'alunissage. Pour revenir sur cette tradition des cinéastes et de la France sur le plan international, ça c'est ininterrompu. On a une grande et longue tradition de cinéastes et de cinéma spatial. Alors, tu parles pour la France ? Ouais. Oh bah, la nouvelle vague a tué tout le cinéma qui aurait pu potentiellement faire travailler des artistes pour faire un film. Donc, il n'y a que très récemment que le cinéma français prend conscience de l'importance de la science-fiction, de l'importance du fantastique dans le cinéma français. C'est ça, c'est le retour de la science-fiction et du fantastique. Ça revient, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Thibaut, mais ça revient de manière un peu calme quand même. On n'est pas comme aux États-Unis qui ont toujours compris, les Américains très tôt. C'est pas pour rien que dès que Méliès a fait ses premiers films, les Américains ont un peu pris le pas, l'ont bien diffusé sur le territoire américain, et très rapidement il y a eu des films grandioses. Hein. C'est quand on imagine, on prend naissance d'une nation. Alors pour ceux qui l'ont vu, le film est incroyable en termes de décor, et c'est tout Sunset Boulevard qui était. Alors maintenant c'est marrant parce que c'est vraiment Hollywood, mais à l'époque c'était entièrement reconstitué avec des décors gigantesques. Donc très tôt les Américains ont su faire ça. Donc ça va très très bien avec le cinéma spatial. Je prends Apollo 13, 2001, enfin tous ces films là qui nécessite beaucoup de reconstitution. Oui, puis là, dans le documentaire, Claudie Ignoré le dit, c'est c'est compliqué en Europe. Bon, déjà, il n'y a pas de cinéma européen à l'échelle du cinéma américain. Il y a le cinéma français, le cinéma anglais. Et puis, il n'y a pas forcément une même attirance. La NASA a beaucoup plus de moyens pour ce qui est de communiquer. Elle nous disait quelque chose hors caméra, Claudie Ignoré, qui était assez intéressante. C'est qu'elle disait Thomas Pesquet, par exemple, est une grande star en France. C'est un inconnu total en Europe. En Italie, ils ont Christophe Oretti, qui est en ce moment dans l'ISS, qui est une star absolue, beaucoup plus que les Thomas Pesquet. D'ailleurs, elle est plus suivie sur Instagram que les Thomas Pesquet en Italie, qui est donc en ce moment sur l'ISS, qui est même la capitaine de l'ISS en ce moment, qui est une astronaute italienne. Mais voilà, donc Thomas Pesquet, nous on voit Thomas Pesquet, on a l'impression d'une star internationale, ce qu'il n'est pas du tout. Et en même temps aussi, les astronautes, on le dit dans le documentaire, les astronautes sont plus vraiment des stars. Il y en a vraiment énormément maintenant. Ouais. C'est devenu un métier, où les gens. Et pourtant contradictoire, puisqu'on imagine que l'espace appartient à tout le monde, et on voit que le nationalisme est quand même exacerbé quand on parle de conquête spatiale. C'est qu'à chacun son patriotisme spatial, à chacun ses films sur l'espace, à chacun ses héros spatiaux. Même en partant à des milliers de kilomètres, on n'arrive pas à dépasser les frontières terrestres. Tu parlais de différence entre la NASA et l'Europe, je parle de l'Europe en général. Tu vois, les agences de com internes à la NASA, les astronautes des missions STS, donc navette spatiale, se prenaient en photo avant les lancements sur les dernières missions. Ils étaient en tenue de Tron, ils étaient en mode Star Trek. Enfin, il y avait vraiment un délire au sein de la NASA. Je ne pense pas que c'est l'agence spatiale européenne qui a un jour pensé à ça. Il y a vraiment un décalage sur l'angle de l'entertainment qui est américain et qui n'est pas du tout chez nous. Voilà. Et puis sur le cinéma et les puissances, alors nous on voulait parler du cinéma russe, mais pour une
question de guerre, on n'a pas pu parler du cinéma russe dans le documentaire. Mais il y a quelque chose, moi, qui est une anecdote que je trouve très drôle, c'est quand aux États-Unis, Damien Chazelle réalise First Man, qui est le film sur Neil Armstrong et le premier pas de l'homme sur la Lune. La Russie, quasiment dans la même période, réalise First Man in Space, le premier homme dans l'espace sur Yuri Gagarin. Donc la guerre froide, elle continue aussi même dans le cinéma. Donc. Quand Tom Cruise annonce avec Doug Liman partir dans l'espace pour faire le premier film spatial, les Russes coupent l'herbe sous les pieds de Tom Cruise et envoient eux une astronaute russe dans l'espace pour faire le premier film qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors on n'a pas réellement de nouvelles avec la guerre et tout ça. Non, mais il est parti. Le réalisateur est parti. Klipchipenko est parti donc en octobre avec sa comédienne. Ils sont partis qu'à deux et depuis le film s'appelle The Challenge, je crois en anglais. Tu l'as vu toi ? Non, il n'est pas sorti encore, mais à mon avis, moi je pense, mon truc, c'est qu'à mon avis, les images sont très mauvaises. Mais guerre froide et compétition patriotique continue, et pourtant, il y a une guerre qui est gagnée depuis longtemps, c'est la guerre d'Hollywood. Hollywood a quand même la surreprésentation de l'espace dans le cinéma. Où sont les autres films ? Tu parles des Chinois. Le problème, c'est que les Chinois, c'est leur marché à eux intérieur, comme le marché russe, il se suffit à lui-même. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas d'export. C'est nous qui n'importons pas le genre cinématographie spatiale des autres pays. Et pourtant, il existe. C'est ça. Alors en Russie, il existe beaucoup. En Chine, ils commencent à faire. Ils ont fait de très très gros blockbusters à dominante spatiale ces dernières années. Mais oui, c'est des films qu'on ne voit pas. La Russie, on commençait à le voir un peu. Mais bon, là, on est mal parti pour voir du cinéma russe ces prochaines années. Mais il commençait à être exporté. Il y a des choses Canal+ à diffuser des films russes. Oui, puis sur la TNT, il y avait par exemple le premier film sur Alexei Leonov, sa première sortie dans l'espace, qui était vu sur les chaînes européennes. Donc c'était assez... Et est-ce que dans les pays étrangers, il y a cette même connivence entre l'industrie du cinéma et l'industrie spatiale? Parce que ce qu'on voit dans ton documentaire, et ce qui est assez incroyable, c'est de voir qu'en fait, il y a quasiment une fusion, puisque l'ancien directeur des studios de cinéma devient le patron de la NASA. C'est-à-dire que là, on scelle vraiment l'édifice en disant, voilà, on est dans une industrie du spectacle, mais dans les autres pays, c'est pareil. Il y a ce sujet... Je sais en tout cas que Klipchipenko, qui est donc le réalisateur qui est allé dans l'ISS, lui a bénéficié d'un soutien énorme de l'État russe. Il y a eu toute une communication, on devait le suivre, une communication jusqu'à qu'il aille à Baïkonour, qu'il parle dans la fusée et tout ça. Donc je pense que c'est le cas. Voilà, en Europe, c'est un peu moins le cas. L'Agence spatiale européenne a aussi moins de choses à offrir et moins de choses à montrer que les Américains. Il y a une vraie porosité à Hollywood entre la NASA et les films. Par exemple, ça commence avec Apollo 13. Apollo 13, tu as Dave Scott d'Apollo 15, qui est le conseiller technique sur le film. Tu as des vrais techniciens de la NASA qui participent au film. C'est sur Contact. Moi, quand je tournais à Houston, tu avais la responsable en chef qui me disait, Jerry Griffin, le flight controller, il apparaît dans Contact. C'est lui que tu vois, c'est cette personnalité de la NASA. Alors, c'est marrant parce que t'as pas du tout ça en Europe. Et ça c'est spécifique au thème des films spatiaux. C'est-à-dire que je veux tourner un péplum ou un western, il n'y a aucune collusion envers les autorités, n'en ont absolument rien à faire. Je ne vais pas avoir une agence qui va dire non, vous ne respectez pas les telles colonnes herculéennes, ou là c'est du dorique, ou là, on est dans un... Et pourquoi c'est aussi... il y a cette connivence. Ils ont peur de quoi ? La porosité est un peu la même entre la NASA et les films spatiaux qu'elle est entre les films sur l'armée américaine et l'armée américaine. L'armée américaine a quasiment des porte-avions qui sont là pour être filmés, quasiment plus que pour servir de... C'est pas ça, hein, ils ont quand même une vocation militaire, mais en tout cas, il y aura un documentaire à faire sur le rapport avec l'armée américaine, parce que je pense que eux, ils ouvrent les portes. On l'a vu dans le dernier Top Gun. Je pense que sans l'armée, tu fais pas Top Gun. Hein. Mais c'est comme Armageddon. Je dis souvent, les gens qui sont jamais allés à Houston ou à Cap Canaveral, vous regardez Armageddon, vous avez dans le film tous les endroits à visiter. Vous avez le VAB, il y a le pas de tir d'Apollo 1, il y a tout dans Armageddon. C'est complètement fou, c'est quasiment un film pas de propagande, mais c'est un film touristique sur les lieux de la conquête spatiale américaine. Et ça, c'est remarquablement bien filmé en plus. Toute la difficulté en fait avec ces films, et quand on parle de films de propagande, c'est de mesurer l'efficacité. Est-ce que ça marche ? C'est-à-dire que, est-ce que le fait de contrôler l'histoire, de contrôler la véracité pour finalement donner l'image que le gouvernement veut donner... La NASA ne contrôle pas trop. Hein. Non ? Non, tu vois, sur Armageddon, c'est du n'importe quoi scientifique. Mais la NASA a compris très vite que d'avoir Bruce Willis en 98 dans un film
où tu montres des astronautes s'entraîner à la NASA, c'était une méga pub pour elle. Alors effectivement, mais j'ai l'impression que ce que tu montres aussi dans ton documentaire, c'est que il y a cette volonté de se rapprocher avec quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans les années 80, et maintenant le sujet de l'exploration spatiale, entre la fiction et la réalité, était quelque chose qui devenait de plus en plus réaliste, de plus en plus de proximité, et donc de plus en plus de véracité. C'est-à-dire je pense qu'il y a deux mouvements, et je suis pas sûr que la NASA ait quelque chose à faire dans le fait que ce soit plus réaliste. Je pense que Gravity, clairement, a amené vers une veine plus réaliste, même si Gravity, on peut questionner, mais il y a une représentation d'une certaine physique. Et surtout, ce qu'on peut voir après, c'est que la figure du conseiller scientifique sur les films devient quasiment un argument marketing. Kip Thorne, qui est donc l'astrophysicien, prix Nobel de physique, qui a conseillé Christopher Nolan sur Interstellar, que moi j'avais eu l'occasion d'interviewer pour un documentaire précédent sur Christopher Nolan. Voilà, lui, c'est devenu, on fait quasiment autant de publicité sur Kip Thorne en disant regardez, Kip Thorne a prouvé que le Gargantua, le trou noir est scientifiquement possible. Non, sur la question de la NASA, moi je trouve ça même plutôt triste, c'est que la NASA a accepté Armageddon comme elle a accepté Moonfall, dont on parle. Moonfall, qui est un film dont l'argument, qui est donc le film de Roland Emmerich qui est sorti cette année, qui a quasiment été pas vu parce que c'était un four total dans le monde. Armageddon est bien par rapport à Moonfall, apparemment. Mais Moonfall est là pour le coup un argument complotiste total, et la NASA a accepté quand même en se disant c'est quand même mieux qu'on voit la NASA dans un film, même quitte à ce que ça raconte n'importe quoi, que pas du tout. Et donc on a accès, donc il y a une navette spatiale, ils ont les bons costumes de la NASA, ils ont eu des conseillers. Moi, j'aimerais bien savoir que les conseillers de la NASA ont fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement la NASA n'est pas aussi rigoriste et ne contrôle pas autant qu'on. La NASA a des gros problèmes. Et moi, j'ai tourné en 2014 à la NASA. Les archives n'étaient pas sécurisées, c'est-à-dire qu'il y avait des archives qu'ils avaient perdues. On cherchait avec la responsable de la NASA le couloir où les astronautes sortent de la suit room où ils ont mis les costumes Apollo. On cherchait ce couloir et en fait, on a découvert ce couloir dans le bâtiment de la NASA parce que la prise était décollée en 1969, elle n'était toujours pas recollée en 2014. Et la NASA va mal. C'est ce qu'on reproche, et c'est aussi, ça donne le terreau au complotisme, c'est qu'on dit que finalement il y a eu tellement de défaillances, c'est qu'on n'a plus du tout les données en fait du voyage d'Apollo, d'Apollo 11. Il n'y a plus aucune transcription de data. On ne peut absolument, donc tout a été perdu à la NASA. Donc on a l'impression, nous d'ici, que c'est quelque chose qui est parfaitement réglé, et en fait on apprend que c'est un gigantisme qui fait qu'on ne sait plus où va les fonds. Il y a des trous sans fond, il y a des bibliothèques qui se perdent, il y a des caves perdues ou scellées. Récemment, il y a un passionné qui a découvert, qui a fait une recherche de tous les films 70 mm d'Apollo, qui les a entièrement restaurés et qui les a donnés à la NASA. Mais la NASA ne l'avait pas fait, ce travail-là. Donc ça paraît complètement dingue. Ouais, mais c'est tellement aussi une usine, je dirais, à la NASA. Enfin, tu as vu, quand tu es à Cap Canaveral, le lieu est déjà gigantesque. Le nombre de personnes impliquées dedans, c'est gigantesque. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Moi, j'étais en 2014, mais voilà, il y a eu les coupures de budget. SpaceX arrivait déjà à l'époque. Alors, c'est bizarre parce que la NASA était un peu contre Elon Musk. Ils avaient Elon Musk qui leur louait les pas de tir. Les techniciens de la NASA n'étaient pas très heureux d'avoir Elon Musk qui débarque sur le célèbre pas de 39 A et B, donc les deux pas de tir historique de la navette et de Saturne V, donc c'était un peu bizarre, ouais. Oui, non, c'est vrai. Et puis, moi, c'était marrant. Il n'est pas dans le film parce que la NASA était très fermée encore à cause du Covid, donc on ne pouvait pas faire des interviews. Mais j'ai eu en entretien vidéo Bert Ulrich, qui est le responsable des partenariats entre la NASA et l'industrie spatiale, enfin entre la NASA et l'industrie cinématographique, je veux dire. Et lui, du coup, il était quelque chose que, quand je lui parlais un peu de ce qu'on racontait, on lui disait que voilà, SpaceX avait pris un peu la place très importante dans la communication, on n'entendait plus que parler. Bon, faut dire, moi je l'ai vu, il a envoyé 3 fusées en une semaine quand j'étais en Floride. Il y a un moment, c'est tout le temps en ce moment les fusées SpaceX. Ça n'arrête pas. Mais du coup, là où c'est très marrant, c'est qu'il était très vite, il me disait non, mais attention, n'oubliez pas, SpaceX, c'est quelqu'un que la NASA paye pour développer des choses. C'est pas eux qui sont à la tête. Enfin, on sentait que la NASA avait perdu son rôle de moteur et que du coup, ils étaient en train de freiner les cas de fer. C'est pour ça qu'à mon avis, ils acceptent un film comme Moonfall, parce que l'avantage de Moonfall, c'est que ça montre quand même que c'est la NASA qui est à la tête des choses, qui a besoin. Alors dans Moonfall, ils vont remplir les réservoirs de la navette spatiale dans des réservoirs qu'Elon Musk a mis en orbite et ce genre de choses. Donc on voit un peu, mais ils montrent bien que c'est la NASA qui est à la tête des choses. Je pense qu'ils ont très très peur de ça, quoi. De voir la réalité technique, c'est que si la NASA n'avait pas entre guillemets loué les pas de tir et les infrastructures à Elon Musk n'en serait pas là. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait depuis les années 60, il l'utilise. Donc c'est pratique pour lui. C'est
une des meilleures situations qu'on a un businessman, mais la réalité, c'est que lui, sans tout le travail de la NASA, il n'y a rien en fait. Il y a un développement beaucoup plus anecdotique. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Et la NASA, pour le coup, est assez mauvaise en com. Là où elle était super bonne à l'époque d'Apollo, où elle engageait des Robert McCall, donc des designers d'Hollywood, des designers de Boeing, pour faire des dessins, pour expliquer tout ça, bah là, c'est un peu Elon Musk qui a pris le dessus. Et quand on sait que c'est le créateur des costumes de Batman et de Marvel qui dessine, José Fernandez, qui dessine le scaphandre, que je trouve d'ailleurs assez moche pour le coup, mais le scaphandre de SpaceX, on se dit, voilà, la NASA a perdu un petit peu le contrôle sur la com un peu fun qu'elle avait à l'époque d'Apollo, elle l'a plus trop là maintenant, c'est un peu fini. Alors, est-ce qu'il y a des relations de va-et-vient entre la réalité et la fiction? Parce que quand tu parles sur des designs de costumes, de navettes, d'appareils, est-ce qu'il y a des allers-retours entre la réalité qui finalement va repuiser dans la fiction en disant, bah oui, parce que on a déployé des milliards, enfin dire l'industrie d'Hollywood, pour concevoir des choses qui n'existaient pas, et donc on peut imaginer que la réalité, disons, après, on va se rapprocher de ce qui a déjà été créé, pensé, travaillé par des artistes. Il y a un va-et-vient qui existe comme ça? Le film, à mon avis, qui montre vraiment cette porosité la plus importante, c'est Seul sur Mars. Parce que là, pour le coup, Seul sur Mars, alors, ça vient de l'esprit, donc il est dans le documentaire de l'écrivain Andy Weir qui a écrit le bouquin. Mais lui, qui est déjà un ingénieur et qui a vraiment pris le temps de récupérer, donc la NASA, là, pour le coup, a été extrêmement contente de voir cette chose arriver et se concrétiser. C'est déjà un gros succès de librairie avant d'être un film. Mais parce que là, pour le coup, voilà, il a tellement fait ce travail-là que finalement, c'est devenu quasiment une représentation réelle de ce que pourrait être une première mission martienne. Lui, il s'est posé la question de savoir, il a regardé tous les scénarios qui avaient déjà été édités, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on doit avoir 2 vaisseaux? Comment on fait pour revenir? Est-ce qu'on en envoie juste quelqu'un et jamais on vient le chercher? C'est aussi une solution qui a été envisagée. Donc en fait, c'est très plausible. Et je pense que là, voir Seul sur Mars et voir sur des choses très concrètes, c'est-à-dire on peut planter des patates sur le sol martien, c'est quand même, je pense que tout le monde a vu cette séquence. Donc là, il y a vraiment ce film-là où là, pour le coup, je pense que le partenariat a été rêvé des deux côtés, Hollywood et la NASA. Moi, je trouve que c'est le plus bel exemple de partenariat de NASA-Hollywood. Dans le résultat, parce que par exemple, on prend Apollo 13, c'est une redite historique d'Apollo 13. La NASA était juste là en termes de conseils. Là, ça fait vraiment du bien à la NASA Seul sur Mars, pour le coup. C'est vraiment... Et les designs sont meilleurs dans Seul sur Mars sur les scaphandres que SpaceX, pour le coup, donc je préfère... Mais... Alors, donc, on est reparti. Donc, cette aventure et cette conquête spécifique de la Lune, il y a eu ce grand moment d'arrêt. On a fait une pause pendant des décennies et c'est reparti maintenant. Donc, c'est reparti, mais dans ton film, tu dis que, et c'est une de tes thèses, que, évidemment, le cinéma aide à justifier aussi ces dépenses colossales de l'État américain pour la conquête spatiale. Mais les films purement hollywoodiens sont rentables en eux-mêmes. C'est-à-dire que ça justifie des dépenses, mais ça justifie des recettes qui sont incroyables. On peut dire que si on était de façon totalement autonome, les blockbusters spatiaux c'est ultra rentable. Pas Moonfall, apparemment. Oui, il y a eu le dernier, Moonfall, là, ça a été vraiment un four. Oui, la plupart des films dont on parle sont des films qui ont très très bien marché. Mais par exemple, sur Seul sur Mars, c'est presque... c'est Ridley Scott, donc il vient avec ses fans aussi. Mais c'est un film qui est quand même très intellectuel, très centré sur des petites choses. C'est un film pas du tout spectaculaire. C'est pas Armageddon, pour le coup. Non, mais voilà. Et donc, du coup, c'est plutôt assez étonnant de voir ça. C'est même le cas avec Interstellar. Enfin, Interstellar, c'est un film plutôt réflexif. Les parties qui sont réellement les parties spatiales sont finalement assez réduites dans le film. Donc, du coup, ce qui est certain, c'est que le cinéma, le genre du cinéma spatial, en tant que tel, fonctionne très bien. Alors, il a ses accointances avec la science-fiction. Nous, on parle un peu de Dune qui ramène autre chose là-dessus. Donc, les deux, voilà. En tout cas, c'est des films qui marchent très bien. Pour ce qui est de Moonfall, je ne sais pas du tout. Moonfall, c'est un film assez bâtard parce que c'est aussi un film catastrophe. Roland Emmerich étant le dernier un peu à faire des films catastrophes très années 90, comme il sait faire avec Independence Day et autres. Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est un genre en tant que tel qui pourrait fonctionner par lui-même et qui n'a pas forcément besoin de s'embêter de véracité ou de NASA. Pour revenir sur la question de la fusée SLS, de la mission Artemis, moi je pense que la NASA a réussi quelque chose de très bien là, en termes de communication. C'était le James Webb, le télescope qui est parti en décembre de l'année dernière, ça pour le coup ça a été une grosse opération de communication. Parce que c'est visuel. Parce que c'est très visuel et là on voit des photos, des images incroyables. Pour les gens qui suivent sur Instagram, je crois qu'il y a 70 millions de personnes qui suivent le James Webb télescope. Par contre sur Artemis, ça risque... Alors ils attendent beaucoup de monde pour le décollage parce que c'est une très grosse fusée. Ils attendent vraiment des centaines de milliers de personnes en Floride, ce qui n'est pas du tout le cas quand il y a une fusée SpaceX, on est 30. Donc, mais la réalité c'est que quand tu la vois, tu sens rien quasiment. Moi, on a vu pas mal de décollages de ce genre de fusée.
t'as pas ces expériences. Mais là, quand ça va décoller, c'est du Saturn V, ça va trembler de partout. Mais parce que à des kilomètres à la ronde, c'est une expérience de fou. Ce qui est incroyable, c'est que justement, on a l'impression aujourd'hui qu'on arrive vers un moment où l'aventure spatiale n'a plus besoin du cinéma parce qu'elle crée son propre médium, elle crée sa propre dramaturgie, et donc elle communique en direct via les réseaux. Donc finalement, il pourrait y avoir une relation directe entre l'aventure spatiale et le public et l'audience et les spectateurs, sans passer par le cinéma. Est-ce que le cinéma est dépassé par rapport à ça, parce que on est dans une nouvelle forme d'écriture en fait quasiment interactive. Mais c'est qu'ils n'ont pas le choix surtout. C'est que tu parlais de communication. La NASA, à l'époque d'Apollo, a fait voter des budgets au Congrès grâce aux astronautes qui communiquaient en interne, en allant voir les sénateurs, en faisant de la pub à la télé. Donc la NASA avait déjà besoin de communication pour les budgets. C'est pas comme pour le cinéma, la différence c'est différent sur la finalité. Mais c'est sûr que la NASA a besoin, et toutes les agences spatiales ont besoin de communication. Et à l'heure actuelle, on est couvert on est rempli de communication. Il faut essayer de sortir de la tête de l'eau. Et pour le coup, tu disais James Webb, c'est super. Oui, c'est visuel, mais comme Thomas Pesquet, c'est super en France. Ce qu'on regrettait, c'était que Thomas Pesquet avait juste cette dimension française. Mais Thomas Pesquet, pour moi, ils ont trouvé le meilleur, je vais le dire méchamment, mais ils ont trouvé le meilleur homme sandwich de l'Agence spatiale européenne. Mais ça a été la limite aussi. Ça a été la limite. Il prend des photos super, il a un partenariat avec Nikon, c'est incroyable. Ça a été la limite, c'est qu'on a touché quasiment à la limite tu disais de l'homme sandwich, c'est qu'à un moment donné, il était porte-étendard publicitaire à peu près de tout et n'importe quoi. Donc il fallait, il faut pas user jusqu'à la corde le bon. Non, mais c'est vrai. Le vrai problème, et c'est la force de la NASA, c'est que lors des missions Apollo, c'est un groupe d'astronautes. On les connaît, ils sont différents, ils sont plusieurs. Là, on a Thomas Pesquet depuis 10 ans. Peut-être que l'Agence spatiale européenne aurait raison à mettre sur le devant de la scène un groupe d'astronautes qui permettrait d'avoir plus de possibilités de communication aussi. Tu vois, je repense, tu parlais de communication. Le meilleur coup qu'a fait à l'époque Ford, ils avaient lié un partenariat avec les astronautes d'Apollo et ils leur offraient des Ford. Et tu as des photos incroyables, par exemple d'Apollo 12, ils ont tous la même Ford qu'ils ont achetée, et ils posent devant la Saturn V et tout. Et tu avais, à la différence, Apollo 17, qui lui avait une famille et des enfants, ils n'ont pas acheté 3 voitures de sport, il a acheté le Ford Multivan pour la famille. Et tu avais ces astronautes qui posaient en tenue devant leur Ford. Donc ces partenariats aussi de communication, cette com qui était déjà à l'époque, elle devrait continuer à exister chez nous en fait. Donc le prochain à l'unissage, qu'on espère évidemment qui est en route, ça sera un événement encore plus dingue qu'en 69. Alors moi, ça me questionne beaucoup. C'est ce que tu disais aussi avec le fait qu'on avait perdu les archives. Parce que bon, déjà, il y a quand même, on en parle un peu dans le documentaire, mais il y a quand même pas mal de gens qu'il faudra reconvaincre du fait qu'on y est déjà allé. Il n'empêche qu'on y retourne, que le fait alors que ce qu'ils connaissent là en termes de report, c'est normal pour une fusée aussi complexe. Il n'y a absolument rien de problématique. Voilà. Mais par contre, le fait est qu'il la repousse, les gens commencent à se dire, mais attendez, on y est déjà allé en 69, il faut voir l'état des ordinateurs en 69 quand ils partaient. Il y a plus de puissance dans un téléphone maintenant que ce qu'il y avait dans tout le module de commande des missions Apollo. Et en même temps, elle est toujours pas partie. Le système est très compliqué. Regardez l'entièreté des missions Artemis. C'est-à-dire que là, on va y aller, il n'y a personne, elle fait le tour, elle revient. On envoie quelqu'un, on refait le tour. Il faut encore qu'il crée le Lunar Gateway, qui est donc la partie qui va permettre d'aller de l'orbite de la Lune sur la Lune. Ça, c'est un truc qui est en partie créé par l'Agence spatiale européenne. On attend la très grosse fusée de SpaceX qui n'a toujours pas décollé. Bon, ils avancent pas mal, mais qui va aussi permettre ça. C'est un truc très compliqué. Les attentes sont énormes, les enjeux sont énormes, c'est que l'échec n'est plus possible, sachant qu'il n'y en a pas eu, soi-disant. C'est tout a été mené à bien. Hormis Apollo 13. C'est ça. À l'époque, hormis Apollo 13, tout a roulé. Mais imagine-toi, pour la première fois, d'avoir un astronaute avec une caméra 8K, tu vois, filmer la Lune, avec toutes les nuances de couleurs, tout ça. Moi, ce qui m'avait choqué quand j'avais interviewé Alan Bean d'Apollo 12, il était retourné de la Lune et puis il avait fait un peu Skylab. Il avait entraîné un peu les astronautes de la navette spatiale et très rapidement, il s'était mis à la retraite. Ouais. Et jusqu'à sa mort, il a peint la Lune. Il a peint des toiles de lui sur la Lune. Il était obsédé par ça, avec des couleurs incroyables. Et c'est marrant parce que dans la photo qui a été faite par des amateurs récemment, la photo la plus détaillée de la Lune, on retrouve les mêmes taches de couleurs que Alan Bean avait fait de mémoire qu'il avait sur la Lune. Il me racontait qu'il était dans le module lunaire et qu'à travers le module lunaire, il regardait ça avec son œil d'artiste. Imagine-toi, caméra HD, la totale, 8K, 6K, peu importe. Les nouvelles technologies avec un astronaute sur la Lune, ça va être complètement fou. L'immersion, on peut imaginer une caméra 360. Enfin, on va redécouvrir l'expérience lunaire
comme en 69, ils ont Et il y a toutes les thématiques qui vont arriver avec, les thématiques un peu mystiques, parce que quand tu suis l'histoire des explorations spatiales à Apollo, il se passe quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est que le retour sur Terre des spationautes, la vie spatiale est complètement changée, complètement compliquée. James Irwin, Apollo 15. Ils démissionnent soit dans le mois, soit dans l'année. Ils restent chez eux, n'apparaissent plus peu ou prou. Ils sont complètement transformés. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de tellement incroyable qu'on transforme les gens? Et puis, non, mais c'est vrai. On parle de ça. Typiquement, James Irwin d'Apollo 15, il est revenu de sa mission lunaire. Il est devenu révérend. Il a passé le reste de sa vie à chercher l'arche de Noé. Et ça, c'est donc l'histoire des missions Apollo quand on les regarde un peu de près, ils ont tous été profondément changés. Donc, on est encore dans cette expérience. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça fait maintenant super longtemps que les missions sont finies. Sur quoi ça va déboucher avec les nouvelles technologies, comme tu disais, de capture d'images, de photosensibilité. On va avoir des nouvelles images. Je pense qu'il y a une attente qui va être assez incroyable à ce moment-là. Non, mais c'est vrai que tu parles du suivi des astronautes d'Apollo qui n'a pas été réellement fait à l'époque de la NASA. Ouais. Mais ils sont tous revenus alcooliques, drogués, ultra religieux. Enfin, il y a eu un changement radical chez eux. Mais tu vois, Buzz Aldrin, à 92 ans, qui est toujours là en train de te parler de la Lune, qui a quand même mis un coup de poing dans la tête à Sibert, enfin le créateur originel, tu sais, du complot lunaire, il lui a dégommé la tête, quoi. Tu vois. C'est des gens qui ont été complètement changés par ça. Mais déjà, quand tu vois nos astronautes qui font des orbites basses, donc qui sont des pilotes de ligne un peu plus haut, on va dire, qui sont déjà transcendés. Alors imagine-toi, quand tu pars de la Terre, tu es l'homme le plus loin de la Terre à aller dans l'espace et tu vois la Terre grande comme ça et tu dis qu'est-ce que je fais sur la Lune, quoi. Tu l'as abordé à un moment donné, c'est l'overview effect, ce qui transforme, voilà, parce que de l'histoire de l'humanité, sur les milliards de gens qui ont traversé, combien ont été au-dessus de ça se compte sur il y a une trentaine de personnes, quoi. T'as 12 moonwalkers, et donc si tu comptes Apollo 13, pareil. Mais tu vois, t'as une vingtaine de personnes qui ont dépassé la ceinture de Van Allen. Sur les milliards de gens, il y a 20 personnes qui ont eu une expérience donc extra-terrestre. Dont Alfred Worden d'Apollo 15, qui est l'homme qui est allé le plus loin du monde, de la Terre entière, parce qu'il avait une orbite très elliptique autour de la Lune, donc lui était tout seul dans le module de commande, il attendait qu'on parte sur la Lune, et puis donc il a été l'homme le plus loin du monde, et il dit c'est vraiment bizarre, en fait, quand j'y pense, ça me fait un effet un peu comme ça va être battu, là, du coup. Des Artemis 2, ils vont aller encore plus loin. Voilà. Mais non, mais c'est marrant parce qu'ils sont obligés de se rajouter à chaque fois des petits éléments de communication en disant là, on va quand même faire ça, alors que finalement, ils refont quelque chose. Ce qu'il ne faut pas perdre sur les missions Artemis, c'est qu'aussi l'idée, c'est après d'aller voir plus loin, d'aller voir Mars. Là, ce qu'on prépare d'une station lunaire, c'est pas simplement pour aller. C'est une installation permanente sur un corps extraterrestre, donc c'est aussi, la possibilité d'envisager de plus loin. On parlait des assurances, les marges d'acceptation de risque sont très réduites à l'heure actuelle. Tu parles de SLS, si ça se trouve, à l'époque de Saturn V, il l'aurait envoyé malgré l'affût d'hydrogène. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une acceptation du risque à l'époque d'Apollo qui était énorme. Là, maintenant, l'acceptation du risque depuis Challenger, depuis Columbia, elle est très réduite. Donc, tout prend plus de temps, tout devient plus complexe. Tu vois, c'est pas normal que le scaphandre le plus complexe au monde, qui est le scaphandre, donc le A7L d'Apollo, qui a été fabriqué par Playtex, je résume, donc ceux qui font le soutien-gorge, c'est pas normal que ce scaphandre le plus complexe au monde, qui est allé sur la Lune, qui avait des problèmes de micrométéorites, de radiation, soit 20 fois moins cher que le scaphandre actuel, qui est donc le MU américain. Tout ça vient de l'acceptation des risques, en fait. Quand tu avais 16 couturières de Playtex qui faisaient à la main le scaphandre Apollo qui était sur la Lune, là c'est fini. Tu as une industrie chez LC Dover pour faire le MU qui est bien plus complexe. Donc voilà. Le problème d'acceptation des risques qui pose évidemment, c'est pour ça qu'on en est là et que tout est ralenti, c'est que s'ils avaient conscience de la difficulté à l'époque, ils ne l'auraient pas fait à tel point. C'est quasiment ça, quoi. C'est tellement inconscient, tellement fou, tellement inespéré cette aventure spatiale. Une chance sur deux que la Saturn V explose au décollage. C'est quand on s'amuse à regarder l'aventure, donc entre le moment où on dit que l'homme va aller sur la Lune, il se passe moins de 10 ans, c'est ça. Donc
entre 61 et 69, c'est-à-dire que et ces 10 années sont pas du tout un long fleuve tranquille. C'est que c'est de démission en explosion, en truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se posent même la question de savoir est-ce qu'on y va ou pas. Mais c'est trop tard. Tout était enclenché. Tout va tellement vite. Par exemple, j'ai rencontré un ingénieur de Boeing qui a travaillé sur le module de commande et qui était responsable des pressions atmosphériques au sein du module de commande. Et c'était un jeune ingénieur suisse qui travaillait. Donc, pourquoi Suisse? Parce qu'ils parlaient allemand, les Suisses. Et donc, ils étaient très contents d'avoir un Suisse-allemand neutre qui entende un peu parler allemand avec les anciens nazis qui parlaient allemand. Et donc, ils étaient très contents d'avoir des Suisses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Suisses à la NASA à l'époque d'Apollo. On a su ça par la suite, c'est assez marrant. Et cet ingénieur me disait, il était jeune, il savait très bien que pression du sol, oxygène pur, c'était un problème qui pouvait mener à la catastrophe d'Apollo 1. Il n'a pas osé le dire, il était très jeune, il dit tout le programme allait très vite et il s'en veut encore toute sa vie de ne pas avoir interpellé les cadres de Boeing en disant on ne peut pas faire une pression au sol avec une atmosphère saturée en oxygène, c'est pas possible. Ça allait très très vite. Mais là maintenant, tu vois, même je regardais sur les différences de température, ils n'avaient absolument pas le passage donc des zones éclairées ou à l'ombre qui prennent 100 ou 150 degrés d'un coup, donc qui contractent les appareils. C'est-à-dire que tout ça n'avait pas été finalement ils ont envisagé, mis en place calculé. C'est complètement. Ils mettent en place le mode PTC, ce qu'on appelle donc PTC mode. C'est le mode grille-pain du vaisseau Apollo qui tournait. Ils avaient calculé la bonne rotation pour que la chaleur se répartisse uniformément au tulle du module Apollo, du module de commande. Mais c'était un peu empirique en fait. C'est ça. Voilà, on teste. Mais des didites quoi, des bras cassés, mais... Ils lancent Apollo 7, premier module de commande dans l'espace. Apollo 7, il y a un problème de technique, tous les hublots sont recouverts d'humidité. Les astronautes n'ont jamais pu voir l'extérieur. Voilà, ils ont donc réglé ça après, pour Apollo 8. Mais donc Apollo 7, ça a été compliqué, Apollo 7. Ils se sont engueulés, ils ont été malades, enfin, c'était un peu l'enfer. Mais ils ont réglé au fur et à mesure. Voilà. Là où maintenant, tu vois, SpaceX ou la NASA communiquera à fond en mode « Oh là là, on a fait une erreur, vite, regardez la fusée qui explose, on va arranger ça ». À l'époque, la NASA, ils y allaient et ils n'avaient pas le temps et ça allait très vite. Mais surtout, on part d'une science qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout inventé. Quand il y a un mec qui décide de dire qu'on va poser le pied sur la Lune dans moins de 10 ans, je pense qu'il y a des gens qui derrière, on dit mais qu'est-ce qu'il a pris quoi. Déjà, simplement, la procédure du go, no-go avant le décollage, elle a été mise au point par Gene Kranz, qu'on voit qui est joué par Ed Harris dans Apollo 13. Moi, j'ai rencontré Gene Kranz, t'as l'impression que c'est une force de la nature, le mec. Il a 80 ans, il te regarde droit dans les yeux, tu rigoles pas du tout. Et il te disait, on a mis au point cette procédure parce qu'on perdait trop de nos amis dans les vols d'essai. Et sans cette procédure, on aurait pu en perdre plus. Il dit, il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde où tu perds une fois par semaine un de tes amis dans un crash de navette ou dans un crash de vaisseau expérimental. Donc, de là à créer déjà la procédure du go-no-go, c'est déjà un pas gigantesque, ça nous paraît complètement acquis. Mais ils ont tout fait en même temps à l'époque. Ça a été 10 ans de progression incroyable. Je profite que vous soyez là pour savoir si vous voulez poser des questions, parce que quand même, vous avez, y a des gens, des fidèles depuis tout à l'heure qui sont là. Donc je vais passer parmi vous. On a encore quelques minutes avant de poursuivre ce programme chargé, ce marathon de l'espace de Stars Up, 4e journée, incroyable. Donc, alors, question, vous voulez poser une petite question ? Enfin, c'est pas forcément une question, mais c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la relation entre les agences spatiales et le cinéma. En Europe, on a eu un film où il y a eu une grosse collaboration. C'est le film Proxima, donc d'Alice Vinocourt, où c'est vrai, là, pour le coup, il y avait Thomas Pesquet dedans, et ça a été tourné à Cologne. Donc il y a quand même en Europe un premier pas fait pour la coopération entre l'agence... Je suis allé vite, mais on en parle dans le documentaire de Proxima, on a Alice Vinocourt, effectivement, c'est un partenariat qui est... Ça remet pas en cause le fait que... Moi, je paraphrasais Claudia Ignoré sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de films. Il y a Proxima, qui est un film très important, qui est un film très intéressant, qui est un film, en plus, qui a bénéficié pour le coup d'un accès alors à Cologne de l'Agence spatiale européenne, oui, mais particulièrement, c'est tourné dans la Cité des Étoiles à Moscou et ensuite à Baïkonour, donc c'est quand même... Ça, là, c'est des lieux qu'on n'avait jamais vus. C'est des grosses négociations. Voilà, et ça, c'est un film que je vous conseille tous de voir, parce que c'est vraiment un film très très beau. Alors Thomas Pesquet, oui, il y a eu Claudia Ignoré qui a participé aussi, qui a donné ses conseils d'astronaute femme Mais on reste à sur un film français, tu vois. On reste dans l'esprit du film français, un peu nouvelle vague, style où il faut être réaliste, il faut pas en faire trop. On est toujours trop quitte à filmer des choses un peu moches. Tu vois, dans Proxima... Ah, mais j'ai une des questions que j'ai pas montées d'Alice Vinocourt. Je lui ai dit, mais quand vous êtes arrivé à la Cité des Étoiles à Moscou, vous n'avez pas trouvé que c'était vraiment trop laid? Parce que les couloirs sont... Alors en plus, elle raconte, c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de tourner tel jour, mais pas tel autre, parce qu'il faut pas interférer. Il y avait des astronautes qui étaient en formation. Mais ça, je trouve ça super pour le coup.
il y a une séquence qui est géniale où ils sortent de la Cité des Étoiles et ils vont au supermarché à côté, ils peuvent acheter des badges à leur nom et on voit le supermarché russe. Moi, je suis allé à Moscou, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Donc, mais il y a quelque chose de très vrai. C'est vrai et pour le coup, je lui posais la question en lui disant, mais vous risquez pas, ça risquait pas d'être décevant. Et elle étant dans une démarche, c'est ce que tu dis, elle est dans une démarche de cinéma. Je ne vais pas dire cinéma vérité, c'est pas ça, mais dans une démarche de, de cinéma de réaliste. Du coup, elle, pour le coup, c'était des choses qui rendent très vrai, mais c'est vrai que c'est. Et même Baïkonour, c'est pas. Pour moi, c'est tout le drame français de la communication. Quand tu fais Proxima, tu n'as pas forcément envie d'aller dans l'espace. Ah non, non. Quand tu fais Apollo 13, avec tous les défauts qu'il y a avec, tu te dis, ça donne envie. Je veux faire partie de cette équipe de gars qui ont sauvé ces mecs. Enfin, voilà. C'est la différence des esprits. Et en fait. C'est pas un film d'espace, Proxima, c'est un film qui est juste avant, donc de toute façon, il n'y a pas de... Voilà. Exactement. En fait, c'est, je pense, le problème français dans le cinéma. On fait des films fantastiques qui ne sont pas des films fantastiques. On fait des films d'aventure qui ne sont pas des films d'aventure. En fait, on fait des films qui ne sont pas des films. C'est comme si on avait un problème à faire des films. Et ça, c'est général. Citez-moi un film de science-fiction français, il n'y en a pas. Un vrai grand film de science-fiction française contemporain, il n'y en a pas parce qu'il y a toujours un problème de se dire on n'est pas des Américains. Il ne faut pas oublier que les Américains, quand ils ont commencé leur film, ils ont tout piqué à Jules Verne, ils ont tout piqué à Méliès. C'est des Français. Donc en fait, non seulement ils ont tout piqué, mais pendant 40 ans, pour la fascination, l'aimantation de Jules Verne, donc 64 et jusqu'au dans les années 30, c'était, il y a eu 50 ans de fascination incroyable. C'est la folie absolue. Ouais, c'était fou. Jules Verne a posé les bases de. C'est incroyable. Julien, Thibaut, merci. On pourrait rester encore des heures à discuter. Merci d'avoir participé à cet événement filmique extraordinaire. Bravo à toi, en tout cas, Thibaut, d'avoir réussi à avoir tous ces intervenants dans ton documentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.